Good Morning Business. Le débat. La loi Industrie verte est en discussion au Sénat. Parallèlement, de nombreux projets sont arrêtés par des riverains ou embourbés dans des recours qui n'en finissent pas, voire carrément attaqués par des activistes. Est-ce que face au climat, l'industrie verte peut convaincre? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Il faut choisir son camp, croissance ou décroissance? Alors moi j'ai choisi le mien, mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'on peut y arriver, que la technologie va nous sauver, que ça va nous permettre de décarboner, donc qu'on va pouvoir continuer de consommer sans impact sur la planète, en tout cas en termes d'émissions de CO2. Alors évidemment, ça va coûter plus cher. On a une estimation, 50 milliards d'euros rien que pour la France pour décarboner les sites industriels, 30 milliards pour les 50 sites les plus importants. Donc vous avez compris le message, même si la technologie le permet, il va falloir passer à la caisse. Ça va coûter plus cher. L'autre école, c'est la sobriété, la décroissance. Ceux qui pensent qu'on ne pourra pas continuer à consommer sans polluer. Et on va être très honnête, aujourd'hui, c'est la seule option crédible, parce que la décarbonation, ça passe quand même sur pas mal d'hypothèses techniques qu'on ne maîtrise pas encore. C'est le rêve des Américains, de dire on va consommer autant, voire plus, et on sera capable de ne pas polluer. Sauf que la technologie, elle n'est pas encore au point. Donc là, c'est quand même... La sobriété, c'est pas la décroissance. Là, c'est un peu moins de trop de croissance. Je dis justement, si on n'opte pas pour la sobriété, on part sur une hypothèse technique qui est quand même très, très, très hypothétique. Alors la sobriété, oui, pourquoi? La sobriété, parce qu'en fait, on est sur une planète où les ressources sont limitées. Je vais vous citer un autre Jean-Marc, pas notre illustre Jean-Marc du matin, mais Jean-Marc Jancovici, qui dit souvent, on est sur une planète finie avec des ressources limitées, on pourra mettre tous les milliards d'euros qu'on veut sur la table. De toute façon, on n'aura pas suffisamment de métaux nécessaires à la transition écologique. Le lithium, l'argent, tous les métaux dont on a besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra être moins nombreux sur Terre ou se serrer la ceinture. Mais dans les deux cas, la fête est finie. Ça, il le dit, il le répète, et sur ce point, je suis quand même assez d'accord avec lui, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je vous rappelle que dans quelques jours, on va atteindre le jour du dépassement. Vous connaissez, c'est ce jour de l'année où on a consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. Cette année, c'est le 2 août. La bonne nouvelle, c'est que l'an dernier, c'était le 29 juillet. On a gagné quelques jours, mais on consomme toujours trop de ressources. Donc, décarboner l'industrie autant que vous voulez, on n'a pas suffisamment de ressources sur Terre. Jean-Marc Daniel. Non, moi je suis favorable à une politique de décarbonation par la sobriété que permettra d'atteindre une taxe carbone. En revanche, le discours sur l'épuisement des ressources, qui est un discours malthusien, c'est le qualificatif que l'on utilise, correspond effectivement à des discours, à des prévisions qui avaient été faites par Malthus au 19e siècle. Donc je rappelle que Malthus avait annoncé que nous étions environ 800 millions d'habitants et qu'au-delà de 1 milliard, la Terre ne pourrait pas supporter la présence d'1 milliard d'humains. Mais il n'y a pas que l'argument sur les ressources, il y a l'argument aussi sur le réchauffement qui fait que si on, mais je pense d'ailleurs c'est déjà sans doute atteint, si on bascule dans le réchauffement climatique, si on dépasse une certaine limite, après c'est un engrenage, on ne pourra plus l'arrêter. Oui, j'entends bien. Et pour éviter ce basculement, il faut, ce que disait Stéphane, le GIEC dit il nous reste peu de temps, il nous reste moins de 10 ans. Non, c'est un livre qui se termine déjà. Non, je crois qu'il y a deux enjeux. Il y a deux enjeux. Il y a la décarbonation, le réchauffement climatique, et il y a l'enjeu d'épuisement des ressources. Ouais. Sur la décarbonation, je pense qu'effectivement, il faut la sobriété, pas la décroissance. La sobriété, c'est-à-dire la réorientation de la consommation des ménages et des industries vers des sources d'énergie qui soient des sources d'énergie non carbonées. Ça ne veut pas dire diminuer la quantité d'énergie, ça veut dire changer la nature de l'énergie que l'on utilise. Et en particulier, c'est là tout le pari technologique qui est en train de se mettre en place, c'est d'aller chercher le soleil, comme je le dis, qui est quand même une source d'énergie qui, elle, est quasiment infinie. Et donc après, il y a l'idée qu'on va avoir un manque dans un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est plutôt un argument de type malthusien. Donc face à Malthus, je dis non. Face à la décarbonation, je dis oui. Et sur Malthus, alors, deux citations. La première, c'est que Karl Marx le traitait quand même de sycophante de la bourgeoisie. Et donc, je suis surpris que la gauche et l'extrême gauche remettent en circulation ces idées qui sont des idées qui me paraissent assez... Vous remarquerez d'ailleurs que les communistes ne sont pas sur cette ligne. Absolument. Les communistes sont toujours marxistes et au sein de la NUPES, ils sont en désaccord avec les écolos. Absolument, tout à fait. Et alors, pour corriger le fait que Stéphane a été traumatisé quand je lui ai dit que j'allais parler de Marx, je vais parler de Frédéric Bastiat, qui était un économiste libéral, qui, quand nous avons été 1 milliard, puisque Malthus avait dit qu'au-delà de 1 milliard, la Terre exploserait, il a écrit ce texte. On a beau déclamer contre l'abondance, la surabondance, la pléthore, l'encombrement, on a beau faire la théorie de la disette, lui donner l'appui des lois, proscrire les machines, gêner entre
entraver, contrarier les échanges. Cela n'empêche personne, pas même les coryphées de ces systèmes, de travailler et réaliser l'abondance. Donc je crois qu'il faut préparer l'abondance avec de l'énergie de plus en plus solaire et de moins en moins carbonée, et ne pas s'embarquer dans des discours disant on va manquer de ceci, de cela. Nous sommes là aussi 50 ans après le rapport Meadows, et dans le rapport Meadows, qui était un des premiers grands textes écologiques modernes, il y avait l'épuisement d'un certain nombre de ressources. Et la première ressource qui serait épuisée, c'était en 1989, il n'y aurait plus de cuivre. Et évidemment, on commence à nous dire qu'on va manquer de cuivre, sauf qu'on est 50 ans après et on continue à nous dire qu'on va en manquer. Mais il y a l'alerte il y a quelques mois des producteurs de cuivre qui dit qu'on allait en manquer cette fois-ci. Oui, c'est-à-dire qu'ils disent qu'elle va devenir de plus en plus cher. C'est ça le véritable enjeu. C'est qu'au fur et à mesure que la rareté s'établit, le prix devient le facteur qui permet de corriger tout ça. Jean-Marc, c'est le seul écolo converti sur le tard qui ne veut pas voir la réalité. Jean-Marc est un être rare. Jean-Marc parlait de Malthus. À l'époque de Malthus, il n'y avait pas de voiture électrique. Dans les voitures électriques, il faut beaucoup de métaux et pas uniquement du cuivre. Mais Jean-Marc a raison, vive la taxe carbone. Vive la taxe carbone. Vive la taxe carbone. Mettre le pays sans dessus-dessous. Oui, mais il faut savoir ce que vous voulez. Oui, il faut choisir. Il y a un moment où il faut, effectivement, il faut faire appel à la sobriété, à l'intelligence et à la taxe carbone. Allez, on va parler d'un autre